Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marharabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle bien évidemment, partagez, continuez à commenter, à réagir sur les réseaux sociaux. Borne en Algérie, 2 points. Le tintamarre et le fumigène. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé réellement dans le cadre de cette visite. Après la visite du président Macron les 27 et 30 août dernier, eh bien c'est un déplacement donc en Algérie qui a eu lieu maintenant ce week-end. Elisabeth Borne, la première ministre, était accompagnée d'une sacrée délégation, 16 ministres. Au total, une poignée de chefs d'entreprise. On pouvait y retrouver Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur et puis Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux à la justice, du jamais vu pour une visite officielle en Algérie. On rappelle que Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie fin août avec une délégation de 90 personnes. Alors plusieurs questions se posent, on va en parler avec nos invités ce soir. De quel sujet et dossier était-il question? Les Algériens restent toujours sans réponse, sans information, et la presse algérienne reste aussi sans information malheureusement. De quoi ne pas informer notamment les Algériens et les Algériennes. Quels dossiers ont-ils été concrétisés? Y a-t-il eu des signatures? Était-il question des visas? On rappelle aussi qu'Emmanuel Macron avait, dans le cadre de cette année tumultueuse, dans les rapports diplomatiques, avait lui affirmé concernant la réduction des visas que cette mesure visait, je cite, le milieu dirigeant qui avait l'habitude de demander des visas et non les étudiants ou les hommes d'affaires par exemple. Vous le savez, donc une période où le monde bouge, totalement bousculé pour cause de conflits entre la Russie et l'Ukraine qui en partie a généré des pénuries en termes d'hydrocarbures, par exemple comme le gaz. L'Algérie et sa position géographique à 50 minutes de Marseille a-t-elle les capacités de servir la France ou encore l'Europe? C'est une question qu'on peut se poser ce soir. Cette période de crise géostratégique était-elle en faveur de l'Algérie? L'Algérie a-t-elle tout à gagner? Était-il aussi question du positionnement de l'Algérie envers la Russie? On peut rappeler qu'il y a une résolution de l'ONU qui avait donc fait appel pour que la Russie stoppe ses agressions. L'Algérie s'était abstenue. Une autre résolution, c'est l'exclusion de la Russie des droits de l'homme où l'Algérie a voté contre. On peut aussi parler d'ici un soutien total, sachant aussi qu'il y a cette vente d'armes entre l'Algérie et la Russie dans cette relation du « je t'aime, moi non plus ». On l'a vu dans le cadre de ces 10 derniers mois. Peut-on parler de relations apaisées, amicales maintenant? L'expression quotidien Algérie évoque même des retrouvailles entre les deux pays. Voilà ce que dit Ahmed, croisé dans les rues d'Alger par le quotidien, donc le quotidien L'Expression. Il dit: la brouille est derrière nous, c'est terminé avec cette jeunesse qui ne connaît rien du tout de la révolution. Maintenant, on peut avoir des relations bilatérales dans le respect mutuel. Cette visite, cette nouvelle visite d'Elisabeth Borne donc permettra-t-elle la consolidation du rapprochement entre Paris et Alger après plusieurs années et mois de gel diplomatique, voire conflictuel? Comment Macron a pu changer aussi de comportement après avoir qualifié l'Algérie? Je le rappelle, c'est unique, c'est une grande première pour un président français. Il avait dit clairement, je cite: après son indépendance en 62, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par un système politico-militaire. L'histoire officielle ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine. Oui, ce sont ces mots de la France. Fin de citation. Et ce qu'a dénoncé aussi, et ce que continue à dénoncer une grande partie du peuple algérien, notamment avec le Daoula Madaniya Machi Askariya. La France a-t-elle crainte aussi de se voir perdre ou s'éloigner de ce qu'on appelle cette Afrique? On connaît combien cette question de la France-Afrique pose beaucoup de questions aujourd'hui et crée énormément de polémiques. Et puis une question fondamentale aussi se pose: à qui parle la France aujourd'hui? Est-ce que la France parle à ce pouvoir, Abdelmadjid et ses équipes, ou parle-t-elle au peuple? Comment la France, pays démocratique, État de droit, peut-elle cautionner? C'est une question. Est-ce que c'est le bon mot? Faire abstraction de cette liberté d'expression, des droits de l'homme bafoués en Algérie. On compte aujourd'hui plus de 350 détenus d'opinion. On rappelle que ce dossier ce dossier de la jeunesse notamment a été annoncé comme cher pour le président français, qu'il avait évoqué notamment fin août, et aussi pour la ministre Elisabeth Borne, mais est-ce que dans le cadre de ce voyage il a été question là des droits de l'homme ou encore
du Hirak, de la continuité du Hirak, de l'extradition notamment de certains militants. La question des Haragas a-t-elle été évoquée sur le plateau pour en parler? Youssef Amar Khoja, bonsoir, militant politique. Bonsoir Chauvin, bonsoir à tous les téléspectateurs en Algérie et ici. Ex-candidat aux législatives algériennes, président donc du Centre de recherche en sciences sociales, Jamel Gessoum, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci infiniment. On devrait avoir via Skype Gamal Abina. Est-ce que Gamal Abina est avec nous? Pas encore. Donc Gamal Abina, donc analyste politique, spécialiste des questions internationales, va venir nous rejoindre dans un instant. Donc c'est le titre de l'émission. Hein. Vous l'avez vu sur ces deux termes, fumigène. Donc un tapis rouge a été déployé par le président Abdelmadjid Tebboune pour donc accueillir notamment la première ministre et sa délégation. Et puis d'un côté, est-ce que réellement y a-t-il du concret? On revoit cet accueil en images et on se retrouve tout de suite après. De retour sur le plateau de Microscoop. Ce soir, on revient sur la visite de la Première ministre Elisabeth Borne en Algérie avec plusieurs questions que je viens de vous évoquer. Youssef Amar Khoja, donc militant politique, hirakiste, présent notamment dans le cadre de ce hirak sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, notamment tous les dimanches, place de la République, le hirak continue. Un mois et demi à peine après la visite de Macron, 90 personnes étaient accompagnées. On a 16 ministres. Pour vous, qu'est-ce que vous évoque d'abord dans les grandes lignes? On essaiera de s'interroger sur plusieurs points. Qu'est-ce que vous évoque cette visite? On peut peut-être même parler d'un conseil des ministres français en Algérie. 16 ministres, c'est pas rien. C'est pratiquement la moitié du gouvernement français qui s'est rendu en Algérie. Mais c'était attendu, bien sûr, parce que suite à la visite du président Macron du 27 jusqu'au 30, je crois, du 25 ou 27, je crois, août dernier. Donc il y a eu certainement des préparatifs pour la suite de ce qui a été convenu. Donc il est tout à fait normal que dans ces temps qui sont très sensibles au niveau géostratégique, et on connaît bien l'histoire, bien sûr, l'histoire très délicate du gaz, et tant d'autres questions, mais que je pense secondaires. Donc il y a la géostratégie et il y a le gaz, qui sont les questions principales. Une délégation qui peut comporter aussi un volet culturel, et puis l'histoire des visas, ce sont vraiment des questions secondaires par rapport à ces deux premières questions. Jamel Gessoum, pareil, même question d'un point de vue général, comme ça, dans les grandes lignes. Cette armada, tous ces ministres en Algérie, ça vous évoque quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle visite? Alors moi, ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est qu'en matière de diplomatie et de politique étrangère, un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Ça, c'est la première des choses, afin d'évacuer toute interprétation qui pourrait avoir lieu sur tel ou tel dossier. Donc, de ce point de vue, moi, j'estime que l'Algérie joue son rôle, la France joue son rôle. Évidemment, il y a des relations tumultueuses, comme le disait monsieur, en d'autres termes. Mais
toujours est-il que évidemment, ça s'inscrit dans un processus qui a été initié, comme vous l'aviez dit, le 27 août. Et donc, c'est mettre en œuvre la feuille de route qui avait été établie entre les deux chefs d'État. De ce point de vue, il n'y a absolument rien d'étonnant. Vous étonnez, beaucoup de gens s'étonnent qu'il y ait effectivement, comme vous le dites, la moitié du gouvernement. C'est en même temps un signe d'implication des autorités françaises, à l'instar de ce qu'avait déclaré, vous l'avez rappelé, des paroles très dures sur la rente mémorielle et tout le reste. Donc moi je ne serais pas naïf sur cette question. Il y a des intérêts aussi bien pour la France, ça a été rappelé, il y a des intérêts aussi pour l'Algérie, mais je le dis, je le répète, un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts du moment. Quant à l'implication, et on va peut-être l'aborder à travers le prisme de la Russie et des dossiers qui vont être évoqués, là aussi j'aimerais dire, parce que vous avez quand même, Chahban, évoqué 2 points sur le positionnement de l'Algérie par rapport à la Russie, et notamment à l'ONU, et sur l'achat d'armes de l'Algérie vis-à-vis de la Russie, qu'elle fait depuis 60 ans. Je ne vois pas pourquoi on s'en étonnerait aujourd'hui. Est-ce que Gamal Abina est avec nous ? Très bien, ok. On va essayer de joindre Gamal Abina. Donc 16 ministres, c'est quoi ? C'est pour montrer que la France est toujours là, que la France... Il y a cette question aussi de chape de béton sur l'Algérie, il y a cette question aussi où l'Algérie joue un rôle primordial dans certains dossiers en Algérie. 16 ministres, c'est quoi ? C'est pour vraiment se dire attention, on est là, sur la France-Afrique aussi, puisqu'on sait que la Russie aujourd'hui prend une place importante. Il y a aussi le Sahel, même si la France, je rappelle, donc, a retiré ses troupes Barkhane, mais c'est vraiment pour marquer le coup. Absolument, c'est que là, ce sont 2 intérêts qui se rejoignent. Comme disait Dr Gessoum, il y a 2 intérêts des deux pays qui se rejoignent sur un plan géostratégique, premièrement. Cependant, du côté français, on peut tout à fait comprendre que le fait que l'Algérie est quand même très proche du camp de l'Est, c'est-à-dire de la Russie, dépendante à 85% de l'armement russe, et en même temps, c'est quand même un potentiel producteur ou fournisseur du gaz. Donc, d'un côté, le régime algérien a besoin de trouver une légitimation à l'international, et la France est là pour lui offrir cette visibilité à l'international, mais en même temps vous avez toute cette crainte de la diplomatie française de voir le régime algérien se rapprocher plus des projets de Poutine, ce qui serait complètement contre-productif pour la stratégie de la France en Afrique. Nous avons parlé du Sahel. Ce qui se passe au Sahel, c'est un retrait pratiquement complet de la puissance française dans cette région. Et le seul acteur qui peut endiguer un petit peu ce retrait et peut-être même remplacer, nous allons peut-être parler aussi des accords qui ont été signés sur... Il y a quelques dizaines d'années de cela à Alger sur la situation au Mali. Donc ce sont les accords d'Alger. Et rappelons-nous que Macron avait rappelé Monsieur Macron avait rappelé cet élément qui est important. Et c'est un succédané ou peut-être un remplacement. Donc la diplomatie française voudrait bien voir un rôle plus décisionnel sur le Sahel, compte tenu que l'Algérie est un pays frontalier à cette région, et il partage de grandes frontières, mais aussi une grande influence sur tout ce qui est la partie Sahel, surtout le nord du Sahel. Alors je rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, avait évoqué que tout se ferait avec l'Algérie. Avant de faire réagir Jamal Gessim là-dessus, vous mettez ça peut-être au conditionnel ou au passé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a perdu un peu sa place ou sa crédibilité dans cette région? Est-ce qu'elle se fait bouffer la place, si je puis me permettre l'expression? L'Algérie risque de perdre sa place
on aurait aimé que l'Algérie reste dans une position neutre par rapport déjà à nos voisins, pas simplement à l'histoire des non-alignés. Et le fait de voir que la géostratégie française est en train d'influencer l'Algérie et surtout l'armée algérienne, parce que là on parle on a entendu des sollicitations françaises sur le maintien de la sécurité au Sahel, toujours cet épouvantail du terrorisme au Sahel qui est ressorti. Mais ce qu'on ne dit pas directement, c'est que des pays entiers, des gouvernements qui sont maintenant très opposés à la présence française. Donc on vient juste de voir le coup d'État au Burkina Faso, qui a été effectué par un capitaine de l'armée. Donc pour vous dire qu'il y a quand même un soutien derrière insoupçonnable de la Russie. Et là, il y a vraiment une guerre froide au Sahel qui, dans les deux belligérants, sont la Russie et essentiel bien sûr, les grands belligérants, c'est la Russie et la France. On va accueillir dans un instant donc Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. Une réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre, Jamal Guessoum, mais aussi est-ce que l'Algérie, je le disais tout à l'heure en introduction, est-ce que l'Algérie dans cette période, elle n'a pas tout à gagner avec notamment sa force en termes de puissance hydrocarbures, même si elle peut peut-être pas aujourd'hui fournir à gogo toute l'Europe, mais elle est quand même pas loin de la France. Est-ce qu'elle a les capacités? Est-ce que le pouvoir algérien n'a pas tout à gagner ici, justement, pour peut-être se redorer le blason et puis peut-être développer aussi le pays? Est-ce que cette jeunesse, ce peuple algérien puisse vivre plus dignement qu'aujourd'hui, parce qu'on connaît le quotidien très difficile des Algériens? Alors j'aurais trois observations très rapides par ce que dit le cher frère ici présent. Tout d'abord, il a deux fois raison quand il dit, et je reprends ces termes, alors peut-être que je vais être corrigé, sur la capacité de l'Algérie à jouer un rôle dans la région, sur la question géostratégique. Là où vous dites aussi risque de perdre sa place, qui supposerait qu'elle ne l'a pas perdue, et j'espère que non. Vous avez aussi indiqué dépendante à 85%. Des armes russes. Alors, je relèverai le terme de dépendante des armes russes. Non, c'est un choix délibéré de l'Algérie de se procurer des armes en Russie. Alors, elle pourrait l'acheter ailleurs, mais elle n'est pas dépendante au sens propre du terme. Là aussi, vous avez raison, c'est la question de la place de l'Algérie, non seulement dans l'Afrique du Nord, mais effectivement dans la place du Sahel. Et vous avez tout à fait raison sur la question des enjeux qui se trouvent notamment au Burkina Faso et ce qui a été peut-être fait, peut-être, je n'en ai pas la preuve, par la Russie, parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez, là aussi, vous avez probablement raison. Là où je ne vous rejoindrai pas, Chaban, en parlant de la question j'ai noté le mot opportunité. En gros, c'est ce que vous disiez, et en l'occurrence... En tout cas, c'est une période, dans cette période de crise géostratégique, il y a des opportunités, mais l'Algérie ne jouera pas le rôle d'opportuniste. Je vais tenir juste à faire cette distinction entre ces termes qui me paraissent tout à fait importants. Elle a un rôle à jouer parce que tout le monde fait appel à l'Algérie, l'Allemagne, l'Espagne qui a signé un nouveau contrat, l'Italie. Donc elle a effectivement un rôle à jouer, mais là où je voudrais que ça ne s'arrête pas sur la question uniquement de la dépendance de l'énergie en Europe, c'est que j'aimerais aussi qu'il y ait ce que moi j'appelle dans mes travaux de recherche l'équivalence sociale. En l'occurrence, l'Algérie peut augmenter, et elle augmente puisqu'elle a commencé il y a 2 jours. J'aimerais qu'il y ait une équivalence sociale aussi à l'égard du peuple algérien dans toutes ses retombées. Donc je ne souhaite pas limiter cette analyse géostratégique, et vous avez à 95% raison. On y vient, mais c'est quand même un point de départ important, puisque c'est là où quand même le pouvoir algérien a reçu et continue à recevoir un certain nombre de chefs d'État, de ministres des Affaires étrangères. On se rappelle tout de même que Saïd Chengliha, en tant que chef d'état-major, il y est toujours à l'heure actuelle, a reçu, en tant que chef des armées, a reçu donc l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans son
son bureau. Donc c'est peut-être une période, c'est ça la question, c'est peut-être une période où l'Algérie peut se montrer un peu plus, en tout cas son pouvoir. Mais on y vient sur cette question sociale et on va évoquer aussi sur la question des droits de l'homme et des libertés. Gamal Abina est avec nous, spécialiste des questions internationales. Question toute simple de départ. Comment vous qualifiez cette visite, ce Conseil des ministres en Algérie, puisque 16 ministres, c'est pas rien. Oui, ils sont venus à 16. C'est un grand cortège de ministres qui fait suite à la visite de Macron, on l'a bien compris. Je qualifierais ça, si c'était pas triste, de farce. Pourquoi je parle de farce? Parce qu'en vérité, la France est en difficulté, on l'a bien compris avec les questions ukrainiennes, il y a des vraies difficultés d'approvisionnement énergétique, et qu'elle se précipite en Algérie, non pas pour proposer un vrai partenariat stratégique, ce que je déplore. Ça aurait été intéressant de faire une grande puissance régionale entre la France, l'Algérie et le reste du Maghreb, mais simplement des pacotilles, j'ai envie de dire, des propositions d'ouverture de questions mémorielles à travers la création d'une forme de plateforme, comme ça l'historien franco-algérien ou algériano-français, sur une histoire qui est connue, reconnue, et pour laquelle on ne demande pas de savoir ce qui s'est passé, mais simplement que la France reconnaisse les crimes perpétrés là-bas durant 132 ans. Ensuite, il parle de tout un tas de petits investissements marginaux, type par exemple, tout ce qui est nouvelle économie, je veux dire, quand on parle de start-up, c'est des créations d'emplois maigrelettes, et surtout, ça ne garantit absolument pas une pérennité économique. Alors, ce qui se passe maintenant en Algérie, la problématique qui se pose, c'est que la France arrive avec des besoins qui sont évidents, tout comme d'ailleurs l'Allemagne, qui fait le pied de grue, l'Italie, qui a une bonne relation avec l'Algérie, l'Espagne qui est en difficulté actuellement par rapport à ces questions énergétiques et qui s'est mis un petit peu en froid, et les Français qui arrivent derrière, bien bon dernier au demeurant d'ailleurs, c'est très surprenant, et qui proposent tout un tas d'effets d'annonce, mais dans les faits qui ne sont pas constitutifs de véritables valeurs ajoutées. J'en veux pour preuve, par exemple, la manifestation du secteur automobile, qui sont tous intéressés par le secteur algérien, uniquement en pourvoyeur d'équipements et pour alimenter les usines de montage, ce qui est la pire arnaque qu'on ait vue. Donc je parle bien d'arnaque en termes de création de richesse, parce qu'une usine de montage, c'est 1000 à 1500 employés. Une usine de fabrication, donc les usines, les équipementiers, c'est 100 000 à 200 000 employés. Donc on est sur quelque chose qui reste marginal, sur des effets d'annonce, sur des postures, sur des ministres qui arrivent en quinconce avec de l'information. Est-ce que l'Algérie a besoin de l'information des Français? J'en suis pas certain. Du start-up, du sport, du cinéma, enfin tout un tas de choses qui sont du second ordre dans un pays qui a besoin d'un développement rapide et d'une réduction des fractures sociales qui existent en Algérie, on les connaît. Eh bien, on arrive avec ce genre de perspective un petit peu faiblarde, et je considère aujourd'hui que dans une certaine malheureuse arrogance, les Français n'ont pas compris qu'il y a un vent d'histoire qui tourne, eh bien, ils se positionnent encore une fois comme les vieux pourvoyeurs de ferraille qu'ils ont toujours été pour l'Algérie. La France considère l'Algérie comme un marché à ciel ouvert, et elle ne veut pas avoir un concurrent au sud de son territoire, simplement parce qu'il y a une paranoïa économique des Français qui ne veulent pas de concurrents au-delà d'eux-mêmes. Donc la vraie problématique, c'est de savoir, est-ce que cette visite servira à quelque chose? La réponse est non, et j'en veux pour preuve les Allemands qui sont très loin de l'histoire algérienne, très loin de notre territoire, très loin de notre culture et d'un passé commun. Eh bien les Allemands investissent beaucoup plus lourdement en Algérie, ou les Turcs, que ne le feront jamais les Français, et c'est vraiment pour moi, à ce moment de l'histoire, un moment raté de la part de la France pour les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Gamal Abina, vous gardez la parole, et c'est aussi la question, faut l'évoquer tout de même peut-être rapidement, mais c'est important. Comment et pourquoi le chef de l'État français il a fait des sacrées sorties, hein, on en parle assez maintenant depuis 10 mois, puisque ça a commencé le divorce, le je t'aime moi non plus a commencé en septembre dernier, ça s'est enchaîné sur plein des situations très, très complexes, où il a parlé de système politique militaire, donc pas d'état civil, mais un état militaire pour être clair, hein, Daoula Madaniya Machi Askaria, c'est ce que une très très grande partie des Algériens déplorent depuis plusieurs décennies, voire l'indépendance. Comment se fait-il qu'il ait changé de comportement, et comment, selon vous, Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui accueille ça les bras ouverts? Alors, Abdelmadjid Tebboune a parfaitement compris les enjeux en France, parce qu'il n'est pas bête, hein. C'est un homme qui est bien formé en Algérie par l'ENA algérien. Il comprend parfaitement les rapports de force qui régissent l'État français, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle de régime algérien, on peut le dire, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi un régime en France qui ne dit pas son nom. C'est un régime de ce qu'on appellerait simplement chez les Américains des gens qui font du lobbying. Donc le lobbying en France, c'est quoi? C'est à peu près 1 million de rapatriés qui sont devenus 10 millions depuis l'indépendance. C'est beaucoup de mouvements d'extrême droite. C'est une droite dure qui ne veut pas entendre parler de ce qu'ils appellent la repentance, donc la demande de pardon. Et c'est surtout des rapports de force assez délétères par rapport au secteur de l'industrie, le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur des grands barons, enfin en vérité en France, de ceux qui dirigent l'économie réelle.
Et par rapport à ça, quand Tebboune reçoit Macron, il sait qu'il reçoit. Il reçoit quelqu'un qui, et je le répète encore une fois parce que ça embête les gens, je ne suis pas un macroniste, mais il faut s'en tenir en vérité, qui n'est pas un raciste, qui n'a pas de dogme, qui n'est pas un dogmatique, mais qui est emprisonné au milieu de gens qui, eux, le sont très dogmatiques ou parfois très racistes et qui ne veulent pas entendre parler d'une relation apaisée. Donc quand Macron pousse un coup de colère ou un coup d'agacement comme il l'a fait il y a quelques mois, on s'en souvient très bien avec une sortie extrêmement hasardeuse, il le fait pas par hasard, hein, c'est un homme intelligent. Il le fait pour bousculer les Algériens et pour les pousser à discuter à nouveau avec lui parce qu'il s'est rendu compte que lorsqu'il va condamner les crimes coloniaux, eh bien le message n'est pas clairement entendu en Algérie. Et que les Français, évidemment, ne prennent pas ça pour une chose sérieuse. Et de l'autre côté, il y a des groupes de pression en France qui font pression sur lui pour qu'il n'avance pas trop dans la démarche qu'il a eue et qui était d'ailleurs saine au départ, avant d'arriver à la présidence, en 2017, lorsqu'il a dit qu'il y a eu, et c'est comme ça qu'on doit le qualifier, un crime contre l'humanité, contre un peuple et sa culture. Eh bien, aujourd'hui, Macron, il est à la fois dans une démarche de vouloir la relation avec l'Algérie, la pérenniser, l'améliorer, la dynamiser, parce qu'il sait que la solution pour sortir de la crise en France, c'est de passer par le volet algérien, qui est naturellement la porte d'entrée de l'Afrique, le pays le plus structuré, le plus grand, le plus évidemment le plus solide sur un plan militaire et sur un plan économique, puisqu'il y a des hydrocarbures, eh bien ce pays est une porte naturelle de produits manufacturés que les Français pourraient avoir avec l'Algérie, mais il ne sait pas comment. Gamal Abina, comme ça j'enchaîne sur la prochaine question aussi, mes invités vont répondre sur les points que j'ai évoqués précédemment. À qui parle à qui parle la France alors? Au pouvoir algérien ou aux Algériens ou au peuple algérien? On a tout de même une sacrée différence entre le peuple et sa réalité au quotidien, les droits de l'homme, les haragas, le droit des libertés de se déplacer, ce qu'on appelle aujourd'hui les visas. À qui parle Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez réellement que la France parle au peuple algérien, même si on a pu voir toute une armada de signatures autour du sport, de la jeunesse, de l'environnement, de l'écologie dans le cadre de sa première visite? Déjà, on se rend bien compte qu'il veut séduire effectivement le peuple algérien sans vraiment l'appréhender comme il se doit, parce qu'il ne connaît pas le peuple algérien. Macron, c'est pas la première fois qu'il fait une sortie comme ça à destination des peuples. Il l'a fait avec la réunion Afrique-France, et il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait que des gens de la société civile française, en l'occurrence, donc des Français d'origine africaine. Non, Macron, il a une démarche qui est une démarche à la fois inclusive. Il l'a fait en France avec les Gilets jaunes, en montrant qu'il parle à tout le monde, et en même temps exclusive. C'est quand même lui qui prend la décision, et il parle à des autorités qui prennent la décision. Donc il ne parle pas au peuple, évidemment, mais il essaie de séduire. C'est quelqu'un qui est dans la séduction permanente. Et en vérité, si on se rend bien compte de ce qui se passe, c'est que lorsqu'il parle aux autorités algériennes, il y a quelque part une défiance, il y a quelque part une gêne généralisée, on le sent bien, ils ont un vrai problème avec le rapport avec l'Algérie, les dirigeants algériens, et il y a cette question, cette problématique qui ne peuvent pas résoudre, qui est une problématique quand même honteuse de la part d'un État aussi puissant que la France, 7e puissance, je le rappelle, économique, c'est de ne pas être en mesure de faire simplement une demande de pardon, de présenter des excuses. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire que les Français nient la douleur d'un peuple, et là, lorsqu'il fait ça, Macron, on a bien vu pendant le Hirak tous les portraits des résistants algériens, cette dynamique populaire qui s'appuyait sur la révolution historique. Et bien cela, Macron est passé à côté. Et malheureusement, Madame Borne, c'est pareil, il ne parle évidemment que d'argent au profit de la France, non pas au profit de l'Algérie ou d'un co-développement ou d'une co-réalisation de richesse, mais il parle bien au profit de la France, et c'est ce qui fait qu'il passe à côté de l'histoire. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Plusieurs réactions, le changement bien évidemment du président, qui englobe peut-être des réponses sur les intérêts de la France notamment, et puis comment Macron se positionne aujourd'hui. Est-ce qu'il parle réellement au peuple? Vous connaissez le dossier par cœur, vous êtes hirakiste, les droits de l'homme, les libertés, comment aussi peut-il la France en tant qu'État de droit peut-elle cautionner entre guillemets, est-ce que c'est le bon mot, ce pays, et travailler aussi avec ce pays où tout de même la presse a des difficultés à travailler, les droits de l'homme, on parle de plus de 300 détenus d'opinion aujourd'hui. Vous vous rappelez, Chaban, on avait eu une émission ici, et on a discuté avec un autre ami, Azoua Ouchemrouk, et je vous ai dit qu'il ne parlera jamais des droits de l'homme à sa visite au mois d'août dernier. Tout simplement parce qu'il y a des questions urgentes, donc si on voulait vraiment bien analyser les deux volets de ces visites, il y a des questions urgentes qui sont liées, d'ailleurs, je rejoins notre ami M. Abina sur plusieurs points. Il y a des questions urgentes de géostratégie. Donc, M. Macron parle au régime algérien, il ne parle pas au peuple algérien. Parce que ces questions-là relèvent de la sécurité, donc de l'armée algérienne.
et bien sûr de la géostratégie du gaz. Donc ces deux points-là, le peuple algérien est complètement éloigné comme tout simplement il n'y a pas de légitimité du régime algérien et le peuple n'a pas de mots à dire sur ces points-là. La preuve, la presse algérienne n'a pas été invitée pour connaître les différents points de ces rencontres. Il y a eu même, ce qui est scandaleux la dernière fois, le responsable de la Sonatrach qui disait qu'ils avaient signé plusieurs contrats, mais à la question quels étaient les contrats et à quel montant, il disait que c'était un secret soi-disant, alors que normalement dans ce genre de relations, la transparence est vitale pour, par exemple, pour coter certaines entreprises. À vous écouter, on entend encore peut-être une ignorance, alors que le président français ne parle pas aux Algériens. Vous allez donner votre avis, Jamel Guessoum. Pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune ne met pas tous les moyens pour informer son peuple? Non, mais c'est tout à fait normal, parce que le président Macron, il est là pour défendre les intérêts de la France, et notamment d'une certaine caste française. Et de l'autre côté, surtout les deux majors de l'hydrocarbure, de l'énergie français, Engie et Total Énergie, ce sont là les deux entreprises les plus importantes que souhaite le gouvernement français planter et installer dans le marché des hydrocarbures algériens, bien sûr tout en concurrence avec d'autres, même s'ils sont alliés, par exemple les majors américaines ou britanniques, le BP ou voire Shell. Donc ils sont en train de continuer dans une approche en même temps sécuritaire et géostratégique, mais aussi pour investir sur l'avenir, sachant que l'Algérie n'a pas les moyens, la Sonatrach n'a pas les moyens techniques pour augmenter la production de gaz, et surtout qu'il y a certaines technologies dont Total détient les brevets. Par exemple, tout ce qui est, comment on appelle ça, les stations flottantes et d'autres. Et Engie, elle détient des technologies de transport de gaz et de gaz liquéfié. Donc ce sont là des majors qui sont en guerre économique, pas simplement en guerre politique ou stratégique. Et le grand terrain de cette guerre se passe en Afrique du Nord et notamment en Algérie. Une minute, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous êtes défenseur aussi des droits de l'homme. Que Emmanuel Macron, effectivement, en le résumant, il y a les intérêts de la France et qu'il n'évoque pas spécialement le peuple algérien, même s'il avait mis en priorité la jeunesse, et c'est le cas actuel. Mais pourquoi est-ce que, à l'heure actuelle où l'Algérie a une certaine force, elle est présente avec plusieurs, vraiment l'ONU, l'Europe, enfin on peut en citer plusieurs, est-ce que c'est pas le moment où Abdelmadjid Tebboune, son ministère, ses ministres, ne devraient pas justement appliquer cette main tendue comme ils le disent, et puis parler au peuple en donnant des informations, en ouvrant la presse? Dans l'idéal, vraiment, pour que l'Algérie devienne un pays solide, parce que malheureusement là en ce moment on est plus dans le protocole et dans l'apparat vers l'international, parce que le régime algérien a besoin de cette présence à l'international. Le gaz et la situation géostratégique, notamment avec la guerre Ukraine-Russie, qui favorise, donc c'est une convention une situation qui favorise la diplomatie algérienne, mais c'est une diplomatie qui est basée essentiellement sur le gaz, donc la fourniture du gaz à des pays qui étaient dépendants du gaz russe, mais aussi sur la question du Sahel et le fait que la mission Barkhane a échoué et que la France est en retrait clair sur sa zone d'influence sahélienne. Donc ce sont ces deux questions-là qui sont les plus importantes. Après, les questions de visa ou culturelles ou de la francophonie, ce sont des questions à moyen terme, voire secondaires, qui viennent un petit peu décorer le reste, mais l'essentiel est là. Dans la signature de ce communiqué conjoint, Jamel Guessoum, entre les deux États, on parle donc d'intentions dans le domaine du tourisme, de l'économie, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Je peux en citer plusieurs, mais vous pouvez retrouver ça bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Le développement rural et l'industrie, la technologie, l'égalité des chances, le handicap. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui en 2022 à ce qu'il y ait une réelle collaboration, à ce que, alors là,
voilà, vraiment en évoquant tous ces éléments qui relèvent d'une société, du social aussi. En plus, d'ailleurs, c'est votre secteur d'activité. Vous êtes chercheur dans ce secteur. Est-ce que le peuple algérien peut y croire qu'il y a une réelle collaboration demain sur tous ces secteurs, notamment par exemple chez les jeunes? Rajoutons le rail, rajoutons tout ce qu'on veut. Mais comme l'a dit mon collègue, effectivement, ce sont des questions secondaires. Non, je n'y crois pas. Quand vous dites secondaire, tous les deux, c'est quoi? C'est secondaire. C'est du vent, c'est réel. Que ça soit secondaire et que ça arrive dans un deuxième temps, c'est une chose. Mais est-ce que c'est du vent? Ce sont des éléments importants, que ce soit la jeunesse, les start-up, l'aspect culturel. Très bien. Mais le contexte. Mais en termes de concrétisation, que ça soit important, on est d'accord. Mais est-ce que selon vous, c'est du vent? C'est juste pour montrer qu'il y ait des signatures? Ou est-ce que dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir, la jeunesse algérienne, en collaboration, si on parle des jeunes avec la France, tout ça, ça sera fertile et on pourra... Parlons déjà de la question des visas pour pouvoir aborder les échanges culturels, parce qu'on donc vous y croyez pas sur Internet, okay. Il ne faut pas être naïf. J'aimerais juste relever 3 sous-sujets qui ont été abordés et qui me paraissent importants. Tout d'abord, vous avez posé, le vous est impersonnel, la question de à qui s'adresse le président Macron. Alors j'aimerais répondre qu'il s'agit d'une question de timing. Les années se succèdent et ne se ressemblent pas. En 2017, lorsqu'il avait parlé de crimes contre l'humanité, il s'adressait aux Franco-Algériens qui étaient en France pour pouvoir gagner les élections. Alors je rappelle aux téléspectateurs qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il était candidat en février. Il n'était pas président. Non, en février 2017. Justement, s'il était président. C'est un élément important. Bien sûr, mais s'il était président, il ne l'aurait probablement pas dit. Donc d'abord, en février 2017, il s'est adressé aux Franco-Algériens qui sont nombreux en France pour gagner les élections. Il y a un timing. La déclaration à l'Élysée qu'il a faite, ça a été ensuite pas fuité parce que c'était à l'Élysée par le Figaro concernant la rente mémorielle, c'était un autre temps où il fallait contrer Zemmour et toute cette caste politique de droite et d'extrême droite. C'était un autre temps. Aujourd'hui, à qui s'adresse le président Macron? Vous avez soulevé la question, est-ce qu'il s'adresse au peuple algérien? Mais il se fiche du peuple algérien, il faut être naïf. Il faut être naïf pour le penser. Il s'adresse à la force de frappe algérienne sur les questions essentielles qui valent aujourd'hui. La question, et vous l'avez rappelé, cher ami, des hydrocarbures, mais également sur la question du Mali. Parce que, et en plus, là où je suis un peu stupéfait, c'est que alors, la naïveté a son charme, mais le charme de la naïveté a ses limites. Lorsque vous, au sens impersonnel, pas simplement vous dites que le président Macron devrait s'adresser au président Tebboune sur la question des droits de l'homme. Mais il se fiche de la question des droits de l'homme. Il ne les a pas respectés en France, il ne les a pas respectés au Mali, et il va demander au président Tebboune de faire respecter les droits de l'homme en Algérie. Entre la France et l'Algérie, la France, qu'on le veuille non, est état de droit démocratique. Je peux répondre à ça. Lors de Hirak de 2019, il y a eu des dizaines de millions d'Algériens qui sont sortis. Cumulés, ça fait des dizaines de millions. Certes, toute manifestation, il y a eu des abus et partout dans le monde. Je tiens juste à rappeler qu'il y a eu plus d'éborgnés et de morts en France pendant la période des Gilets jaunes, qui se comptait à 400 000 tout cumulé par rapport à l'Algérie où il y a eu des dizaines de millions. Qui peut donner des leçons à qui? Je ne dis pas que l'Algérie pourrait donner des leçons à la France, mais ce n'est certainement pas à la France de donner des leçons à l'Algérie sur la question des droits de l'homme qu'elle ne respecte pas non seulement dans son pays, mais également dans les pays. Sauf que Emmanuel Macron l'a déjà dénoncé pour certains pays. Il aurait pu à un moment donné dénoncer, comme Jean-Yves Le Drian, il s'est rendu le 15 octobre avant le référendum du 1er novembre. En aucun cas, 15 jours avant, il dénonce et il parle de ces détenus. Tout de même, il y a une répression en Algérie, il y a des problèmes de liberté de la presse. Je ne suis pas en train de dire... Sans ingérence, il aurait... Mon observation, elle est à travers le prisme à partir duquel le chef de l'État français parlerait aux autorités algériennes sur la question des droits de l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout de détenus d'opinion. Je ne suis pas en train de évacuer cette question. Je dis qu'à travers le prisme politique et cette naïveté... Ça veut dire quoi? Qu'Emmanuel Macron cautionne quelque part ou parce que c'est vrai que c'est assez particulier quand on se met de l'autre côté de la barrière, on a quand même ce peuple en difficulté, on s'exprime sur Facebook, on a certains se retrouvent et dont les procès n'ont pas encore eu lieu, voire aucune rencontre avec leurs avocats. Quand un président et une première ministre avec 16 ministres qui défendent des droits de l'homme en France, est-ce que quand ils y vont en disant on travaille ensemble, on avance ensemble, etc., est-ce que selon vous, ils cautionnent quand même Monsieur a ces répondu droits à la de l'homme? question tout à l'heure indirectement. Il a dit clairement, mais et il a raison, non, mais je reprends ça à mon compte, il a dit le chef de l'État français représente la France.
Et ils représentent les intérêts français. Gamal Abina, pareil, une réaction dans ce dossier des 51 signatures. Il y a ce mot, beaucoup de lettres d'intention, d'échanges d'intentions, que des intentions, si vous retrouvez vraiment ces 51 points, avec tous les secteurs d'une société ont été évoqués. Question simple, tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça, parce que tous les secteurs n'ont pas été évoqués, il faut être très clair. Les secteurs marginaux, moi quand on parle de cinéma, de start-up, d'un peu de formation, c'est pas très sérieux. On parle d'une grande puissance c'est pas sérieux, sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que souhaiterait, enfin, c'est un élément important pour le quotidien des Algériens. La culture, l'écriture, la littérature en Algérie, l'éducation, les start-up aussi. Il y a beaucoup de talents en Algérie qui aimeraient émerger, avoir des moyens. Indiscutablement. Mais est-ce qu'on a besoin des conseils de français, dont les start-up, pour la plupart d'entre elles, partent aux États-Unis? Non, on n'a pas besoin de conseils de français là-dessus. On n'a pas besoin de conseils de français pour faire en sorte que l'Algérie, qui est un peuple, et ça c'est bien de le rappeler, Chaben, je vous invite à bien penser à cela, parce que c'est un extraordinaire. Le Salon international du livre d'Alger, le SILA, est le plus grand salon au monde. 3 millions de personnes qui le visitent maintenant chaque année, parce que l'Algérie est un pays où le peuple, qui est un peuple très éduqué, contrairement à l'idée reçue, lit énormément, 3 millions de quotidiens par jour. On bat les Japonais. Donc là-dessus, non, on n'a pas besoin de la France pour ce type de développement. On aurait eu un besoin de partenariat, et non pas de la France, économique dans un pays en déclin, la France qui a du mal à tenir ses industries, avec une Algérie qui a besoin d'industrie. On aurait eu besoin d'industrie. Selon vous, c'est pour brouiller les pistes, c'est du vent, toutes ces signatures aujourd'hui en 2022. Ça veut dire que le peuple algérien, qui à mon avis, alors faudrait effectivement, en tout cas les réactions sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur priorité, mais c'est clairement ça ne va pas du tout dans leur sens, dans leur quotidien. Le quotidien du peuple algérien, ça commence, on fait une start-up, c'est un risque, on s'engage, il y a 10% de réussite. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très risqué. On fait du cinéma, mais qui peut faire du cinéma en Algérie? C'est compliqué. On veut faire de la culture, c'est bien beau, mais la culture remplir les esprits, si les ventres sont vides, ça n'a pas d'intérêt. Et on s'ennuie en Algérie, la problématique est là, mais on s'ennuie pas seulement parce qu'il n'y a pas de loisir, et c'est vrai que le loisir est faible. On s'ennuie parce que les gens ne travaillent malheureusement pas assez ou pas suffisamment pour pouvoir compenser des journées longues. Et ce qui se passe, c'est que la France, qui est quand même un pays qui a une culture profonde en termes de tourisme, en termes de loisirs, en termes de beaucoup de choses, aurait pu apporter un concours. En même temps, j'ai envie de dire, puisque Macron était le chef de l'État en même temps, c'est-à-dire qu'on propose d'abord de créer une classe moyenne importante pour absorber la production industrielle, par exemple. On propose de faire un hub entre l'Algérie, l'Afrique et la France. Ça pouvait être de vrais partenariats, ça aurait été extraordinaire. Et j'en veux pour preuve que je prends mon exemple préféré, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, qui a quand même massacré, et bien massacré à l'Est durant les années 40, a fini par, après la chute du mur de Berlin, se rabibocher avec les pays de l'Est et a créé un tissu industriel extraordinaire sur l'Est. C'est-à-dire que l'Allemagne a su s'appuyer sur ses anciens concurrents. Eh bien, les Français arrivent en Algérie, toujours en catimini, avec de petites solutions. Et je veux une autre preuve qui va démontrer mon propos, c'est qu'ils s'installent, et c'est très bien d'ailleurs au demeurant, je les y encourage, des usines de fabrication, pas de montage, de fabrication de véhicules en Allemagne. Il y a un taux d'intégration, au Maroc, excusez-moi, il y a un taux d'intégration de 80%, ça signifie que les équipementiers sont présents massivement, alors que les Français, eux, vous expliquent, quand c'est pour l'Algérie, que le secteur industriel dans l'automobile, c'est long à faire, ça prend du temps, alors qu'il faudrait 6 mois pour installer ces équipementiers. On a du foncier industriel, on a des compétences qui sont extraordinaires en Algérie, on le voit d'ailleurs au niveau du médical partout dans le monde, mais les Français n'en veulent pas parce qu'ils voient bien que les Algériens, ça c'est un truc que nous avons tous en commun, juste pour finir mon propos, c'est important. Les Algériens ont une chose à l'esprit, c'est de faire en sorte d'être indépendants et d'être 100% fabrication algérienne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans tout Algérien, ils veulent tous que leur pays réussisse, mais on ne leur donne pas les moyens, on les en empêche. Ouais. Gamal Abina, il est 19h43, l'émission va rapidement touché à sa fin, vraiment une minute avant l'arrivée de Macron et même après, et puis même là avant celle de la première ministre française, il y avait toute une armada de presse qui était sortie avec des ambitions, avec vraiment des annonces. À l'heure actuelle, on n'entend plus rien. Ça veut dire que rien n'a été fait. Emmanuel Macron rentre bredouille. Tout à fait. Je vais vous donner un titre d'un article que j'ai lu ce matin. Les Français, le secteur automobile français se satisfait de l'idée qu'ils pourront à nouveau
développer des usines de montage en Algérie. Vous vous rendez compte de l'insulte, alors que M. Tebboune avait dénoncé ce qu'on appelle donc les importations déguisées par rapport aux usines de montage, ça s'appelle de l'importation déguisée, et bien là, les Français disent on veut revenir dans les usines de montage, on veut renvoyer des kits SKD, CKD, ça c'est pas sérieux, c'est pas un partenariat sérieux, et ça fait pchit, comme dit Chirac. Merci cher Gamal, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous laisse bien sûr suivre la fin de l'émission. Messieurs, il y a certains dossiers qui n'ont pas aussi été évoqués. Alors vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu. D'abord, on a une presse aujourd'hui silencieuse. Est-ce que la France rentre bredouille? Est-ce que à l'heure actuelle aussi pour l'Algérie, est-ce que ça reste, on va dire pas statu quo, mais est-ce que réellement les choses concrètes n'ont pas été signées, puisque malheureusement pas d'informations de la part du palais algérien, et puis des dossiers comme les Haragas. Aujourd'hui, on compte 188 000 personnes qui sont décédées, qui gisent dans les fonds marins. C'est quand même un dossier important. Il en relève aussi de l'Algérie, de permettre à son peuple de vivre dignement pour éviter que ces personnes risquent leur vie. Je reviens sur un point qui a été dit et qui me paraît très important, c'est que les droits de l'homme en Algérie, c'est une vraie catastrophe. On ne peut pas le nier, il y a plus de 350 détenus d'opinion qui n'ont même pas le droit à un jugement. Et n'en parlons pas de la torture et des viols qui ont été déclarés et bien sûr prouvés. Donc on ne peut pas dire que l'Algérie c'est un exemple de droits de l'homme. Au contraire, le Haut Commissariat des droits de l'homme avait signalé à plusieurs reprises, d'ailleurs dernièrement, l'Algérie avait annulé la venue du représentant des droits de l'homme pour une inspection en Algérie, parce que tout simplement le régime algérien a beaucoup de choses à cacher de ce côté-là. Je reviens. On ne pourrait pas avoir un État français se mouiller un peu plus? Non. C'est là où je suis d'accord avec Dr Gassoum. Sans mélanger les deux États. Le gouvernement français, dans des questions urgentes, dans une situation de guerre froide, il y a ce qu'on appelle les urgences. Les urgences sont de type géostratégique. Et donc la question, malheureusement, dans ces cas-là, dans des cas de guerre, les questions des droits de l'homme sont reléguées pour plus tard. Même si à un moment donné, il aurait pu... Cependant, ce qui est l'erreur de la France et malheureusement du gouvernement Macron, on aurait souhaité qu'il y ait un autre gouvernement plus proche des deux peuples, parce que les deux peuples français et algériens, nous avons des intérêts communs naturels, vu la situation géographique des deux pays qui cadrent l'ouest de la Méditerranée, et vu l'histoire et notamment les 5 millions d'Algériens qui vivent en France, nous avons de grands intérêts communs. Cependant, le fait de gérer ces histoires-là d'une façon juste court-termiste crée des situations de volatilité pour l'avenir. Ne pas laisser, par exemple, les Algériens aller vers un processus de démocratisation. Donc, le fait que le gouvernement français est en train de vendre une sorte de légitimité pour un régime que lui-même a qualifié de politico-militaire, voilà où est le problème. Voilà où est le problème. Abdelmadjid Tebboune n'a pas spécialement envie aussi de mettre tout ça à contribution, peut-être pour son peuple ou pas? Non, pas du tout. Donc le régime algérien n'a pas... malheureusement, il détient la manne de l'énergie, donc avec l'outil principal qui est son matraque, et bien sûr les droits de prospection dans les 2 millions de kilomètres carrés que représente le sud algérien. Tout ça, ce sont des cartes très très importantes géostratégiques. Et bien sûr, le chantage que l'Algérie pourrait à un moment donné rentrer par exemple dans les BRICS et se rapprocher encore plus de la Russie et de la Chine. Jamel Guessoum, on va quasiment finir avec vous. Est-ce que cette histoire d'abord qui est devenue de visa, je rappelle qu'au départ c'était plutôt la liberté de se déplacer. On a vu pendant le Hirak qu'il y avait beaucoup moins de demandes de visa et encore moins, voire pas du tout de haraga. Je recevais la représentante il y a quelques semaines qui nous le confirmait encore. Est-ce que cette histoire de visa, c'est pas aussi quelque part pour peut-être camoufler un peu ce problème des droits de l'homme quand même qui sont vraiment importants en Algérie, et puis aussi ce problème de haraga qui relève de la responsabilité
d'un État comme l'Algérie? Alors tout d'abord, sur la question, parce que vous l'avez évoqué il y a 5 minutes, la question des Harraga, c'est la responsabilité unique de l'État algérien. On ne va pas se voiler la face. Quand on ne donne pas à ses enfants les moyens de vivre correctement, on est responsable. Donc, de ce point de vue, il n'y a absolument aucune ambiguïté, quelle qu'elle soit. Sur la question des visas, évidemment, il y a eu le Hirak en 2019, ensuite il y a eu la crise du Covid, etc. Mais je ne pense pas que la question des visas, parce que la France reprochait à l'Algérie de ne pas accorder de laissez-passer. Or, moi, j'ai eu des centaines de laissez-passer pour renvoyer des Haragais qui voulaient entrer en Algérie. Donc, il n'y avait pas ce problème-là. Simplement, on aimerait bien, est impersonnel. On aimerait bien que lorsqu'on émette un mandat international à l'encontre de Bouchouareb, on nous le renvoie. Pourquoi on nous renverrait que les Harragas, hein? Donc la question, elle se pose. Donc il y a des Harragas bons et il y a des Harragas pas bons. Donc absolument. Que la France respecte les accords qu'elle a signés, qu'elle a passés avec l'Algérie, que ce soit Bouchouareb ou un jeune de Ouaharan qui s'est sauvé, la loi se respecte. Donc, que la France respecte ses accords, qu'elle nous renvoie aussi ceux que l'on demande et ceux qui ont pillé l'Algérie. Elle sera plus crédible. Messieurs, dernière question rapidement. La suite de toute cette armada, tout cet accueil, ces tapis rouges, 90 personnes, 16 ministres, des intentions, on ne sait pas trop ce qui a été fait. Une presse plutôt absente aujourd'hui. Rapidement, la suite. Honnêtement, si on voulait vraiment, si on avait l'intention le gouvernement français avait l'intention d'aller vers des échanges gagnant-gagnant avec l'Algérie. C'est d'abord la question, par exemple, du solaire. Développement de l'énergie renouvelable en Algérie, surtout le solaire, c'est un pays où l'un des plus grands potentiels au monde. Et en même temps, on sait tous que la consommation du gaz algérien est une bonne moitié est consommée localement, donc par le réseau électrique algérien et d'autres. Donc, avec le développement démographique qu'on connaît dans notre pays, en Algérie, dans une dizaine d'années, le gaz algérien sera consommé complètement à l'intérieur. Donc c'est là où normalement on devrait avoir un peu plus de long terme, de vision à moyen terme, les pays européens, en disant que dans 5-10 ans, l'Algérie ne pourra plus fournir de gaz. Et il faut investir dans les renouvelables. Je suis d'accord. Le mot de la fin, Jamel Guessoum. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Rapidement. En gros, de quoi va-t-on qu'est-ce qu'on va en tirer? Je pense il y a des effets d'annonce. L'Algérie a joué son rôle parce que c'est quand même une force de frappe. Elle a joué son rôle en matière de diplomatie et de politique étrangère, notamment à la veille, je dirais, du sommet arabe du 1er novembre. Donc, elle a retrouvé son aura international. C'est tant mieux. Sur les effets pratico-pratiques de ces rencontres, à titre personnel, compte tenu des contraintes imposées par la bureaucratie algérienne, Merci. Vaut mieux avoir la température de cette eau, ça passe beaucoup mieux. Merci à tous les trois. Youssef Ammar Khadja, militant politique. Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. Jamel Guessoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Et je rappelle qu'on a tendance à dire que vous êtes pro-pouvoir, mais comme vous me le disiez encore tout à l'heure, vous n'êtes jamais invité sur les plateaux. En tout cas, nous, on a le plaisir de vous inviter. Oui, effectivement, ça mêle un peu la peur, la soumission et la lâcheté des médias algériens qui ont peur parce que je ne me tairai jamais. Et vaut mieux ne pas m'inviter en direct si on a peur de ce que je vais dire. Merci infiniment. Merci l'équipe en régie. Bonne soirée à tous. L'Ombre dans quelques instants.